par Andrei Sapkowski. Le sorceleur. La croisée des corbeaux. Vous étudiez des bestiaires pour apprendre à connaître ce que vous serez amené à combattre. Rappelez-vous toutefois que le savoir n'est pas tout. Les livres vous enseigneront ce qui est su et connu. Les monstres dont nous savons que nous les connaissons. Les livres vous permettront également d'envisager l'existence de créatures dont nous savons que nous ne les connaissons pas. Cependant, aucun bestiaire ni aucun ouvrage ne vous prépareront à l'inconnu ignoré. Aux monstres que nous ignorons ne pas connaître. Vézémir de Kermoren. Chapitre 6. Le village, une bonne trentaine de cheminées, était lové dans le coude d'une rivière aux berges plates envahies de joncs odorants. Non loin miroitait la surface d'un petit étang entouré de saules. Derrière le village, il y avait une dense forêt, un mur noir de fourrés et d'arbres centenaires. La route cabossée débouchait sur le village, directement sur la place centrale. Son accès était toutefois gardé par une closerie isolée, distante d'une centaine de mètres environ. Des ding-ding-ding métalliques, sonores malgré l'éloignement, s'en échappaient. Les premiers à le remarquer furent les pintades, qui fourrageaient dans les orties et qui firent soudain un chahut indescriptible. Rien de nouveau, tous les paysans ou presque élevaient des pintades, car elles n'avaient pas leur pareil pour les alerter d'une intrusion. Dans un second temps seulement, alors qu'ils se trouvaient presque dans la cour, les chiens se réveillèrent. Ils se mirent à aboyer rageusement, mais, par chance, ils étaient attachés. Les tintements métalliques provenaient d'un petit appentis où scintillait un feu, et d'où parfois s'échappaient des nuages de vapeur. Gérald démonta et attacha ses rênes à un palis. À l'intérieur, dans l'éclat chatoyant des flammes, un jeune garçon actionnait un soufflet en se suspendant aux cordes reliées à l'instrument. Un haut bras en tablier de cuir se tenait devant une enclume, et martelait le fer à cheval qu'il maintenait par des tenailles. Il remarqua Gérald, mais n'interrompit pas son travail. Gérald patienta à distance. Le haut bras acheva sa besogne et plongea le fer dans un seau d'eau, suscitant des sifflements et une bouffée de vapeur puante. « C'est pourquoi ?»« L'écriteau à la croisée des chemins. On a besoin d'un sorceleur. » Le haut bras jeta l'objet sur un petit tas de fer semblable. Il posa son marteau, essuya son front couvert de sueur. Noir de suie, à la lueur miroitante du brasier, on eût dit un diablotin. « Peut-être bien qu'on en a besoin, » dit-il sans même regarder Gérald. « Et alors ?»« Je suis un sorceleur. » »« Ah bon ?» Le haut bras lui jeta un regard stupéfait. « Toi ? Un sorceleur ? Depuis hier, alors ?»« Plus. Un peu plus. »« Un peu ? Tu m'étonnes. Sans rancune, mais t'as beau avoir les cheveux blancs, t'as pas une ride. Et pas un poil de barbe non plus. Difficile de pas se tromper. Je voulais juste être sûr. »« Tu peux être sûr. Qui est le chef du village ? Et où je peux le trouver ? » ?»« Pas la peine de le chercher, et pas la peine d'entrer dans le village. » Gérald garda le silence. Il se demandait si l'emploi de gros mots lui serait d'un certain secours, ou l'inverse. « Si je n'entre pas dans le village, » dit-il enfin, « comment je saurai de quoi il retourne ? Qui me le dira ? » ?»« Moi. » Le haut bras fit signe au garçon de laisser le soufflet en paix. « C'est quoi ton nom ? » ?»« Gérald. »« Moi, je suis Augustus Hornpepper, le forgeron du village. L'écriteau à la croisée des chemins, c'est moi qui l'ai fait.
Parce que je suis lettré, moi. J'ai été à l'école. Les anciens du village m'ont donc confié l'affaire. Je veux dire, ils m'ont demandé de faire un écriteau et d'accueillir le sorceleur qui se présentera. Je te salue donc. Pour ce qui est du village, reprit-il après avoir constaté que Gérald ne lui retournait pas sa salutation, faut pas y entrer. Ils ont été clairs. Sous aucun prétexte, tu comprends? Non. Ils ne veulent pas de toi là-bas. lâcha le haut bras de but en blanc. C'est à moi qu'on a confié cette affaire, c'est avec moi que tu dois causer et conclure le contrat. Avec moi. Je suis Obra, et forgeron par-dessus le marché. Les sortilèges n'ont aucun effet sur les Obras, et aucun mauvais esprit ne peut atteindre un forgeron. Moi, je ne crains pas les sorceleurs. Et ceux du village, qu'est-ce qu'ils ont à craindre? Tu plaisantes? C'est bien connu que les sorceleurs attirent le malheur et des remugles affreux. Que là où ils passent, ils apportent toujours des calamités, et même la peste. Mais après, il faut brûler tout ce qu'ils ont touché. En plus, c'est pas les jeunes filles qui manquent au village. Va-t'en surveiller un sorceleur. Il en ensorcelle une, la bascule, et voilà le travail. Impossible de lui trouver un mari après. Le forgeron souriait à pleines dents. En revanche, le jeune garçon bouche bée fixait Gérald d'un regard terrorisé. Ben, Le haut bras prit un air grave. trêve de calembredaine. Assis-toi là, sur ce banc. Tu ne vas pas le regretter. Tu devras sûrement le brûler après. Moi, je ne crains rien, c'est une forge ici. Les sortilèges ne marchent pas. Gérald s'assit. Augustus Hornpepper s'assit à son tour sur un tabouret en face. Le garçon s'assit aussi, par terre, dans un coin. Il y a un an environ, il y a eu une épidémie au village, dit le haut bras. Les bêtes ont commencé à crever, les génisses et les veaux. Les poules ne pondaient plus. Un paysan qui fauchait le foin s'est blessé avec sa faux. Une femme a fait une fausse couche. Un gamin est tombé d'un grenier et il s'est cassé la jambe. Le maire a eu la chiasse et il a passé tout le jour et la nuit entière dans les latrines. En somme, que des malheurs. Les gens ont cherché, et ils ont fini par trouver. Tout ça, c'était à cause d'un mauvais sort qu'on avait jeté. Gérald écoutait poliment, sans mot dire. Il y avait une grand-mère au village, Reprit Augustus Hornpepper après un silence. une vieille bique courbée comme une anse, avec un poireau sur le nez. Elle s'y connaissait en plantes, elle savait les utiliser. On l'avait vue traîner près du poulailler, là où les poules avaient cessé de pondre. Un jour, elle avait craché dans l'étang, et aussitôt les poissons s'étaient retrouvés le ventre à l'air. Alors ils ont pris la vieille et, plouf, ils l'ont jetée à l'eau. Seulement voilà, elle n'a pas coulé. C'était une sorcière. Ils l'ont repêchée. Et ils l'ont brûlé. Oui, mais après lui avoir tordu le cou. Continue. Augustus Hornpepper grailla et cracha dans le seau rempli d'eau. La vieille avait un chat. Une putain de saloperie toute noire. On sait bien ce qu'un tel chat fait chez une sorcière. On a voulu l'attraper pour le brûler lui aussi, mais il ne s'est pas laissé prendre. Il s'est enfui dans la forêt et on ne l'a plus revu. Et Et c'est là que ça a commencé. Un gamin est parti chercher du petit bois et il a disparu. On l'a retrouvé au bout de 3 jours. La gueule écharpée jusqu'aux os, le bras à moitié dévoré, le ventre ouvert, les tripes à l'air. Après lui, il y en a eu un autre. Pareil, lacéré, grignoté, les boyaux à l'air. Et puis encore un autre, identique. Aucun doute que c'était la besogne d'un chat, et ça s'est confirmé. qu'est-ce qui s'est confirmé? Et comment?
L'un a survécu, ça va faire 1 mois. Il tenait ses boyaux à 2 mains et a réussi tant bien que mal à rentrer au village. Avant de mourir, il nous l'a dit. C'était un chat, noir, énorme, gros comme un veau. Tout est clair qu'ils ont dit, c'est le chat de la sorcière, il a grandi par magie et il venge sa maîtresse. Continue. Personne ne s'aventure plus dans la forêt, à moins d'être en groupe, et encore, c'est bien difficile de réunir un tel groupe, parce que tout le monde a peur. Pourtant, faut bien faucher les clairières, sinon le foin viendra à manquer. Alors les anciens ont tenu conseil et ils ont décidé de faire appel à un sorceleur. Ils ont rassemblé de l'argent, m'ont demandé de faire un écriteau que j'ai fait et que j'ai cloué. Je suis content de te voir si tôt. Je vois que tu as des épées, moi j'ai de l'argent qu'ils m'ont confié. Si tu tues le monstre, je te paie. Je suis censé tuer un chat. Un chat de sorcière. Augustus Hornpepper garda le silence un moment. Je suis forgeron, dit-il enfin en fixant Gérald d'un regard pénétrant. Les sortilèges ne me font pas peur, moi-même ici je pratique la magie. Eh bien oui. Comment crois-tu qu'on puisse amollir le fer pour le façonner à sa guise sous les coups d'un marteau? Pour ça, il faut la magie d'un feu et la force d'un diable. Je suis un bras par-dessus le marché. Rien de matin. Gérald s'abstint de tout commentaire. Le forgeron grailla et cracha de rechef. Rien de matin, reprit-il. Pas même les foutaises sur les sorcières. Car tu vas pas me dire le contraire, le bétail qui crève et les poules qui arrêtent de pondre, c'est pas nouveau. Les poissons clabotent quand l'eau verdit. Les faucheurs se blessent quand ils fauchent bourrés. Quant à la chiasse du maire... Quoi? Elle serait surnaturelle? Ah non bon. Tu connais autre chose de plus naturel que la chiasse, toi? Le constat est un peu plus simple, il n'y a jamais eu de magie ici. Pas plus que de sortilèges ni de diablerie. Ils ont tordu le cou à une pauvre vieille innocente, voilà tout. Ce que je te raconte n'a pas l'air de t'émouvoir. Rien de matin, moi non plus. Ça vaut mieux dans ton métier, c'est clair. Soit. À chacun ses affaires. Moi, les miennes, c'est le marteau et l'enclume. La grand-mère innocente qu'on a tuée, c'est celle du staroste et du tribunal. Toi, sorceleur, ton affaire, c'est de régler son compte à ceux qui tuent les gens dans la forêt. Parce que quelque chose tue dans la forêt. Mais je suis prêt à parier que ce n'est pas le chat de la grand-mère, hein, jeune sorceleur? Tu en penses quoi? Pour simplifier, disons qu'il s'agit bien d'un chat, répondit Gérald après un moment. C'est un nom comme un autre. Parlons maintenant des détails. Combien on t'a donné d'argent? Ce village est prêt à débourser beaucoup pour ce chat. Le forgeron prit un moment avant de répondre. Il fit claquer sa langue. On m'a demandé de négocier dur avec toi. De commencer par 200. Attends, ne hoche pas du nez comme ça, laisse-moi finir. Même s'ils ne roulent pas sur l'heure, ils ne méritent pas qu'on négocie pour eux. Ils sont prêts à payer 500 marks au maximum, c'est la somme qu'ils ont réunie. Et c'est ce prix qu'on va se fixer, sans négociation. Le haut bras prit le silence de Gérald pour une approbation. A raison. Bien sûr, je peux pas te payer d'avance, ajouta-t-il d'un ton détaché. Pas question même de te donner un acompte. Je comprends leurs craintes. Si moi, par exemple, la population locale qui assassine des femmes innocentes me considérait comme un affreux dégénéré qui traîne des remugles et des calamités, un pervers qui a des vues sur les donzelles, si cette population m'avait en horreur comme elle t'a en horreur, toi, je trouverais pas ça amoral de prendre l'argent et de me barrer. Il n'aurait que ce qu'il mérite. Tu n'y as pas pensé? Non, pas une seconde. Je m'en doutais. J'en étais sûr même. Mais bon, j'ai préféré poser la question. L'orée de la forêt se situait à environ 1/4 de lieue de la forge. À mi-chemin se trouvait quelque chose qui, à l'automne encore, avait dû être un chariot rempli de foin.
mais qui à présent n'était qu'une ruine envahie par les herbes, et qui n'avait conservé de son faste d'antan que son châssis, et ses roues réalisées par le forgeron dans un matériau plus résistant. 3 roues, car la 4e était cassée. Il était facile d'en déduire que le chariot endommagé, après que le cheval eût été dételé, avait été abandonné pour fuir le plus rapidement possible. Et il ne s'était trouvé aucun courageux par la suite pour aller le récupérer. Gérald s'arrêta près de la voiture, observa un moment la lisière de la forêt. Puis il passa aux préparatifs, conformément au principe qu'on lui avait inculqué à Kermoren. Il dégaina son épée. Celle-ci se différenciait foncièrement des armes ordinaires de cette catégorie. L'épée de sorceleur, forgée dans un acier provenant d'une météorite, avait pour longueur totale 40 pouces et demi, dont 27 1/4 pour la lame. Les épées ordinaires avaient une lame d'1 pouce plus longue ou d'1 pouce plus courte. L'épée de sorceleur pesait 37 onces. Les épées ordinaires pesaient généralement bien plus lourd, même les plus courtes. Il contrôla le tranchant de sa lame. Précaution inutile, il l'avait déjà fait la veille. Mais telle était la règle. Il sortit un coffret de sa sacoche. D'un doigt, il enfonça un bouton secret qui en actionnait l'ouverture. À l'intérieur, dans des compartiments tapissés, étaient logés de petits flacons en verre teinté. Leurs bouchons étaient alignés en rang serré, tels des soldats au garde-à-vous. Gérald ferma les yeux. Il était capable, il le devait, de distinguer les flacons au toucher, de les situer dans le coffret, de reconnaître chaque bouchon à sa forme unique, donc facilement identifiable sous la pulpe des doigts. Il tâta les flacons et les reconnut un à un. Les élixirs de guérison, le loriot, la mouette noire et le vanneau, les élixirs de morphose, la bergeronnette, le merle et le héron. Enfin les élixirs de métamorphose, l'engoulevent et le roselin. Il but une gorgée de 2 flacons, le merle et le héron. Il se dit que cela suffirait. Il gagna la forêt d'un pas assuré, fendant l'herbe qui lui arrivait aux genoux. Le coucher du soleil avait la couleur du saumon fumé. Bien plus tard, et du reste à contre-cœur, Gérald revécut cet événement en pensée. Et chaque fois qu'il se le remémorait, il parvenait à la même conclusion. Il devait sa survie uniquement au hasard. Il n'avait eu aucun mérite, ou presque. S'il avait échappé à la mort, il le devait en premier lieu à la saison. Et en second lieu au fait que le chat qu'il était censé abattre n'en était pas un. La forêt était printanière, clairsemée, éclairée par la lune. Et comme toujours au printemps, elle était jonchée d'un tapis de feuilles mortes et de petits bois tombés l'année précédente. Malgré cela, si un chat l'avait attaqué par surprise, il n'aurait fait aucun bruit. Cependant, ce n'était pas un chat, ses griffes ne se rétractaient pas entre les coussinets mous de ses pattes. Et sa présence fut trahie par le craquement d'une brindille. Or, la réactivité du sorceleur après avoir bu les élixirs fut suffisamment grande pour qu'il pût échapper à l'attaque surprise. Il fit un bond de côté, ou plutôt il s'écarta violemment, retomba sur les genoux. Le corps massif du monstre ne fit que le frôler. Ses serres lui effleurèrent à peine la nuque. La créature s'enroula sur elle-même en plein élan, tel un ruban, et renouvela aussitôt son attaque avant même de retomber au sol. Gérald n'eut pas le temps de se relever, mais il réussit à dégainer son épée. Et il l'abattit. Il manqua son coup. Le tranchant de sa lame glissa sur la tête plate du monstre, le scalpant en partie et rasant les tentacules qui se dressaient sur son sommet. Le Zoril. Gérald savait désormais de quel monstre il s'agissait. Retomba au sol et agita la tête, projetant des giclées de sang tout autour.
Il avait davantage l'air d'un lézard que d'un chat géant, bien que les 2 touffes de tentacules sur la tête puissent en effet s'apparenter à des oreilles de chat, et que ses crocs blancs ressemblent aussi à ceux du félin domestique. La longue queue de laquelle le monstre fouettait les feuilles mortes lui servait à garder l'équilibre dans ses sauts. D'un bond prodigieux, le Zoril fondit sur Gérald. Le jeune sorceleur esquiva encore, mais sans grâce, comme la première fois, d'un mouvement plus désespéré qu'habile. Il réussit néanmoins à le toucher d'un coup payant, quoique large et désordonné, qui trancha presque entièrement l'une des 2 pattes avant du Zoril. Ce dernier parvint à agripper Gérald de sa 2e patte, mais ses griffes, au lieu de lacérer le corps du sorceleur, ne firent que grincer contre les clous métalliques de sa veste. Le Zoril retomba sur l'herbe, et Gérald abattit sa lame sur lui de toutes ses forces, faisant jaillir une fontaine de sang. Le monstre poussa un hurlement sauvage, et contre-attaqua aussitôt malgré son ventre béant. Gérald bondit et frappa. Sa lame toucha la colonne vertébrale, le Zoril se roula en boule, hurla atrocement d'une voix presque humaine. Le sorceleur frappa encore. La lame atteignit cette fois la moelle osseuse. La créature s'agita en tous sens, laboura la terre de ses griffes. Gérald frappa encore, tranchant les vertèbres de la bête à un autre endroit. Le Zoril hurlait et se débattait. Gérald frappait, et hurlait aussi. Le Zoril hurlait, Gérald frappait. Coup après coup, comme un bûcheron avec sa hache. Déjà, la créature ne hurlait plus, mais croassait faiblement. Il fallut encore un moment, et d'autres coups, pour que le Zoril s'immobilisât totalement. La lune émergea des nuages et brilla à travers les frondaisons dénudées. À sa lueur, les giclures de sang étaient aussi noires que la poix. Gérald tomba à genoux et vomit. Longtemps. Et comme son estomac était presque vide, ce processus lui fut singulièrement pénible. Les élixirs rendus brûlaient son œsophage, tel le feu.